Ce sont les éditions Le Promeneur qui ont publié ce journal d'un voyage à Paris en 1814, mais ils l'ont publié grâce à vous, Bénédicte Savoie, et vous êtes ici pour nous aider à en parler. Vous avez annoté, établi et présenté cette édition, et vous êtes donc agrégée d'allemand, et vous êtes à l'heure actuelle enseignante à l'école des hautes études en sciences sociales, tout en habitant Berlin. Alors, vous avez pu travailler sur ce manuscrit. Comment, moi je voudrais savoir déjà, comment ce manuscrit vous été rédigé en français, c'est ça? Et comment vous arrive-t-il? Quelle est son histoire? Ce manuscrit est rédigé en français puisque Henri, étant descendant de Huguenots, parle français chez lui, écrit en français, formule ses affects et ses émotions en français et se bat même à Berlin contre l'allemand, contre l'introduction de l'allemand, notamment dans les offices religieux de la communauté française. Ah oui, il revendique même la langue Il revendique la langue française, la francophonie et l'identité française, tout en étant un bon Prussien, ce qui fait toute l'ambiguïté de l'identité de cette colonie française de Berlin. J'ai trouvé le manuscrit tout simplement en préparant ma thèse, qui était consacrée aux spoliations, je dis spoliations sciemment, d'œuvres d'art opérées par la France en Allemagne autour de 1800, ces saisies révolutionnaires qui ont impliqué Dominique Vivant-Denon et qui ont occasionné le transport à Paris d'une grande quantité d'objets très précieux exposés en partie au musée Napoléon. Oui, donc vous avez fait une thèse là-dessus, parce que c'est quand même un épisode assez peu connu, cet épisode des spoliations. L'épisode des spoliations pratiquées en Italie est beaucoup plus connu parce que plus spectaculaire. Celui des spoliations ou des saisies pratiquées en Allemagne est plus ample en volume. Il a eu des conséquences extrêmement importantes pour la constitution de la conscience patrimoniale allemande. Mais il est en effet moins connu. J'y ai consacré ma thèse jusqu'à l'année dernière. Ah oui, c'est vrai. Et elle doit être publiée sans doute dans le courant de l'année. Bah, j'espère pour vous. Et ce manuscrit se trouve dans le département des manuscrits de la Staatsbibliothek à Berlin, où il est conservé avec les autres papiers de Jean-Henri, mais où il avait jusqu'à présent une existence discrète, sans doute parce que j'imagine, parce que les chercheurs allemands ne lisent pas si immédiatement le français que nous autres, et qu'ils étaient peut-être déroutés par ces cahiers en langue française. Oui. Et donc, une fois que vous avez trouvé ce manuscrit, vous y êtes intéressé et vous avez voulu le faire découvrir à la France, au fond, finalement. Alors, je l'ai découvert. Évidemment, j'ai eu le grand sourire du chercheur qui trouve quelque chose dans les archives et qui regarde tout le monde pour raconter qu'il a trouvé un document exceptionnel. Je l'ai trouvé assez tardivement. La joie était d'autant plus grande. Et je l'ai d'abord annexé à ma thèse. Il a fait l'objet de plusieurs goûters entre amis où on mangeait des tartines en regardant le métro aérien de Berlin et en se lisant des passages, en s'amusant beaucoup. Et puisque manifestement il intéressait un autre public que les chercheurs en histoire ou en histoire de l'art, j'ai eu l'idée de le proposer à Patrick Moriès, qui est un grand denonien, un grand admirateur. Ah, c'est par l'intermédiaire de Vivant-Denon que vous avez pu réussir à trouver un éditeur, je me demandais, qui allait s'intéresser au journal, à ce journal. Voilà, Le Promeneur et Patrick Moriès avaient publié plusieurs ouvrages sur Denon à l'occasion de la grande exposition Vivant-Denon qui a eu lieu au Louvre en 99. Et c'est de cette manière-là que s'était établi le contact. Je crois qu'on peut déjà, moi je trouve, en profiter pour saluer Patrick Moriès et les éditions Le Promeneur parce que c'est toujours des trésors qu'ils nous livrent à chaque fois. Vraiment un éditeur précieux, je crois. Un éditeur précieux, il a fait un effort, alors c'est très mauvais de dire ça à la radio, pour la couverture, il a trouvé une gravure extrêmement amusante au musée Carnavalet, qui est extrêmement bien reproduite en couverture. C'est Lady Cauchemar au Café des Mille Colonnes. Oui, tout à fait, je l'ai remarqué. Mais en plus, ces livres sont toujours des beaux objets. Alors, venons-en donc au journal d'un voyage à Paris en 1814. Avait-il donné ce nom-là à son... ou c'est vous qui l'avez donné? Alors, ce manuscrit s'appelle en réalité, quand on le trouve dans le département des manuscrits de la Staatsbibliothek, Journal de grand-papa Henri, lorsqu'il fit son voyage à Paris pour reprendre les œuvres d'art volées par Napoléon. Et ce titre lui a été donné par la petite fille de Jean-Henri qui a retranscrit le journal. L'original me semble, hélas, perdu. On a donc la retranscription d'une petite fille à 2 générations d'intervalle, avec toutes les erreurs de retranscription que ça implique, notamment sur les noms propres. Non, ce que je trouve intéressant, c'est si ça s'appelle comme ça, Journal d'un grand-papa, c'est l'adresse. Il s'adresse, son public, c'est sa descendance. C'est sa descendance. Et puis en même temps, dans le titre, il y a cette revendication, d'avoir été reconquérir des choses qui avaient été prises. Je trouve que c'est intéressant comme titre. Oui, tout l'aspect revendicatif fait partie aussi du nationalisme ou du patriotisme qui monte dans ces années-là en Allemagne. On observe le passage entre une vision cosmopolite des choses de l'art, de la culture, du patrimoine, à une vision plus durement nationaliste, plus crispée des choses, par imitation au modèle français et par démarcation
à l'égard du modèle français. Alors là, on peut dire que Jean-Henri, en tout cas à Paris cette année-là, n'était pas crispé. Parce que ce qui m'a frappé vraiment dans ce récit, c'était vraiment cette espèce d'hédonisme, enfin, de plaisir de vivre tout le temps, presque une boulimie de déplacement, d'aller ici, ailleurs, toujours avec sa femme ou sans sa femme, mais vraiment d'aller d'un repas à un déjeuner, à un goûter. Et je me suis demandé, parce que peut-être vous connaissez mieux que moi ce monde du monde de l'art, en fait, hein, qu'il allait voir. Qu'est-ce que c'était qu'en 1815, ou 1814, donc au début du 19e, de quelle scène sociale s'agit-il exactement? Qu'est-ce que c'est que tous ces gens d'art qui se rencontrent? Est-ce que ça sera comme le Montparnasse des années plus tardives? Ou qu'est-ce qu'il y a? À quoi veut-il participer exactement? J'ai le sentiment que tous ces déplacements et toute son effervescence joyeuse, parfois agacée, à Paris, est liée au fait qu'il vit en même temps plusieurs vies sociales. Il a la vie sociale du cercle des érudits dont vous venez de parler, avec au centre la figure de Denon, qu'on déteste ou qu'on admire, la figure de Aubin-Louis Milin, ou Louis Aubin-Milin à la Bibliothèque nationale, qui était le centre de la sociabilité archéologique européenne et qui tenait des revues. Donc il y a cette internationale des arts et des artistes, souvent des hommes d'ancien régime qui sont encore portés par un idéal commun, par l'idéal du musée, comme collection universelle de l'histoire de l'art. Il est mêlé à la sociabilité ou au monde des protestants, des pasteurs, de l'oratoire, et on observe toutes ces petites stratégies, ces petites mesquineries, ces petites méthodes pour participer aussi à leurs activités, pour prêcher lui-même à l'oratoire, pour placer son fils qui vient exprès de Genève, qui a 20 ans et qui est encore en train de faire ses études de théologie, pour publier un sermon à Paris, sermon qui est en effet publié à ses frais. Il participe également à la sociabilité des Français qui font partie de sa famille indirecte, de la famille de sa femme. Vous en avez parlé à 2 reprises, on pourrait nommer son nom, Suzette Kodowiecka, née Kodowiecka, une fille du graveur Kodowiecki, qui a donc des tantes et des cousins à Paris avec lesquels on va faire des excursions, on part en goguette, on part faire des visites à Versailles, à la Malmaison, à Saint-Cloud. Et il est surtout aussi lié au milieu des diplomates prussiens, avec les figures éminentes, par exemple, de Guillaume von Humboldt et de son frère, qui n'était pas diplomate, mais qui est mêlé à la présence de la délégation prussienne, Alexandre von Humboldt. Oui, donc c'est vrai qu'effectivement ça peut lui donner beaucoup de mouvements, mais en même temps, est-ce que c'est pas, moi j'ai eu le sentiment qu'il présentait, mais je sais bien que dans une ville comme Paris, c'est vrai dans tous les siècles, il y a plusieurs villes dans une ville, mais au fond c'est une ville à part qui présente, une ville très très particulière qu'il découvre et qu'il décrit, au mépris j'allais dire, ou plutôt en méconnaissant d'autres aspects de Paris. Et il y a aussi une effervescence politique due à la période, parce que quand même Napoléon a abdiqué. Hein, et on est face au retour des Bourbons, donc c'est une période extraordinairement agitée. Et il me semble que le rythme même, je ne sais pas, peut-être que j'extrapole, mais le rythme de son journal représente sûrement ce que devait être le rythme de cette vie quand même très très particulière. Ça devait être vraiment passionnant de vivre à cette époque-là, donc après la Révolution, post-révolutionnaire, après Napoléon, avec ce retour des Bourbons. Et je pense qu'il emprunte cette espèce de chemin chaotique. C'est vrai qu'il y a presque un double rythme, le rythme de sa boulimie de voir, de vivre, d'expérimenter, de manger, d'aller au spectacle et d'aller assister à tout ce qui se passe pour ne rien rater, d'une part, et le rythme agaçant, exaspérant de l'attente dans les antichambres pour l'histoire qui le concerne en premier, cette réclamation d'œuvres d'art, où il peste d'attendre 3/4 d'heure dans une antichambre, où il va dormir sur les bancs du jardin des Invalides parce qu'on ne le reçoit pas et qu'il ne sait pas quoi faire en attendant. Donc un double rythme, l'ennui professionnel d'un côté et la topographie des plaisirs qui vont du jardin des plantes où on va voir Martin l'ours et lui donner des cacahuètes. Pas des cacahuètes sans doute d'ailleurs, plutôt du pain. Oui. Martin l'ours, le jardin des plantes, le café des 1000 colonnes, la belle limonadière, d'un côté, donc ces personnages qui n'ont pas marqué l'histoire universelle, et d'un autre côté, donc dans les antichambres, François Guizot, Guillaume de Humboldt, Alexandre Humboldt, le chancelier Hardenberg, le roi qu'on voit passer. Voilà, donc ça oscille toujours entre la vie diplomatique officielle et
la physiologie des plaisirs, des petits affects, des indispositions, des voitures qui cassent et qui sont inconfortables. Oui, alors il y a une scène, il y a deux scènes très intéressantes. Il y en a une qui est très intéressante, qui aurait pu être une scène du 18e. C'est ce qu'il appelle lui-même le ridicule de son arrivée à Paris, puisque normalement, un homme comme lui doit arriver doit être accueilli. Or, justement, il se passe quelque chose qui fait qu'il va attendre lamentablement une nuit dans un endroit où il ne devrait pas être. Dans une écurie. Voilà, dans une écurie. Et en même temps, il n'en fait pas un drame. Il y a une espèce d'idée du ridicule, mais c'est pas, il n'est pas trop fâché quand même. Il est un peu irrité, mais il a de l'humour. Il a de l'humour, mais il a quand même, il porte un regard très précis sur lui-même et sur l'impression qu'il fait. Donc cette entrée ridicule le consterne pendant quelques pages. On sent à d'autres endroits qu'il lui déplaît beaucoup d'être considéré comme un provincial. C'est dû à nouveau à cette identité d'un Français extérieur à la France. Il regrette qu'on le regarde comme un provincial. Il regrette qu'on se moque de son accent, car il semble avoir eu un accent. Donc il porte sur lui-même et sur les choses un regard très acéré qui explique aussi l'intérêt du journal, puisqu'il tente de tout noter. Oui, il tente de tout noter. Tout est à peu près sur le même registre. Vous disiez tout à l'heure, aussi bien les déjeuners, ce qu'il a mangé, les détails de ce genre, que Guizot, comme vous dites, et le passage du roi. On dirait que tout est à peu près au même niveau. On a mangé des chouquettes, appris la mort subite de Joséphine, rentré, bu de la bière, écrit un rapport pour Humboldt, tout ça juxtaposé à un rythme qui est le rythme d'un journal, donc télégraphique, pour employer une expression anachronique, et allusif et très rapide. Oui, c'est ça. Alors en même temps, dans Paris, je trouve qu'il y a trois pôles qui seraient intéressants sur lesquels il serait intéressant de réfléchir. Il y a d'abord cette espèce d'enthousiasme très grand pour tout ce qui remarque du paysage. Des frondaisons, qu'il aille à la Malmaison, qu'il aille ailleurs. Il y a une sensibilité très forte au spectacle, mais vraiment des arbres, de la nature qu'il voit à travers ses moyens de locomotion, etc. Alors il y a ça, et puis il y a aussi le corps, parce qu'il vit à un rythme effréné et que lui, comme sa femme Suzette, sont souvent fatigués ou abîmés de fatigue, dit-il. Et le corps est très présent, le corps est très très présent en toute sa dimension. Et puis un troisième pôle, et je pense qu'on pourrait parler des trois, c'est son désir d'être là toujours quand il y a quelque part une mise en scène de la parole, soit le palais de justice, soit le théâtre, soit le sermon. Alors, je ne sais pas, on pourrait peut-être commencer justement par cette espèce de goût pour la parole publique. Il a un goût, et son sermon, dont vous parliez tout à l'heure, s'installe là. Il a un goût pour la parole publique, qui est peut-être un goût poétique, personnel, mais qui est aussi un goût professionnel, puisqu'étant pasteur lui-même, à mon sens, il note tout ce qui peut l'aider lui-même à mieux formuler. Donc, en effet, il va au théâtre, et il va au théâtre non point pour regarder les décors, ni pour apprécier vraiment les textes, mais pour apprécier le jeu des acteurs, l'organe des actrices ou des acteurs, qui part de l'âme et qui pénètre l'âme. Il fait la queue longuement pour aller écouter Talma, Mademoiselle Georges, Mademoiselle Mars. Il va non seulement au théâtre, mais aussi à l'oratoire, où, une fois de plus, ce qui l'intéresse, c'est la déclamation, le rythme, la force de persuasion de la parole adressée à un public. Et il va également au palais de justice, assister notamment au jugement. Oui, à une plaidoirie. Oui. À une plaidoirie, merci, d'une femme qui se défend parfaitement elle-même, et il est très impressionné par cette femme qui non seulement se défend parfaitement, mais qui en plus a un gros rhume. Et on le sent bien très admiratif et peut-être très jaloux de cette maîtrise de la parole. Alors le corps, la nature, la parole, c'était les trois objets principaux du journal d'un voyage à Paris en 1814 de Jean Henry, dont l'édition parue ces jours-ci au Promeneur a été publiée, éditée, annotée par Bénédicte Savoie, mon invité. Merci. Merci.